Périphériques, gares et aéroports bloqués, des véhicules renversés, brûlés, la colère des chauffeurs de taxi, si légitime soit-elle, ne doit pas empêcher une réflexion de fond sur ces images. Au-delà de l'émotion qu'elles provoquent, la violence d'aujourd'hui est aussi le résultat d'un choc, celui de deux mondes. Le numérique et ses applications sont en train de faire voler en éclats l'ordre administré tel qu'on l'a toujours connu. Et c'est aussi à cette question que l'on va tenter de répondre ce soir avec nos invités. Alain Griset, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Union nationale des taxis. Benjamin Coria, bonsoir. Vous êtes économiste et professeur à Paris 13, spécialiste de l'écologie numérique et auteur de cet ouvrage, Le retour des communs, la crise de l'idéologie propriétaire aux éditions Les Liens qui libèrent. On est aussi au cœur du sujet. Maître Taïma Saman, bonsoir. Avocate, donc spécialiste de ce type de dossier que vous connaissez particulièrement bien pour les avoir suivis. Aurélien Véron, bonsoir. Économiste et fondateur du Parti libéral-démocrate. Je le précise parce qu'on comprendra bien comme ça d'où vous parlez exactement. Et puis je précise aussi pour les téléspectateurs qui se demanderaient pourquoi il n'y a pas de représentant d'Uber ce soir sur ce plateau, tout simplement parce qu'ils n'ont pas souhaité participer à ce débat. Le directeur de la communication nous a fait savoir qu'il s'agissait d'une start-up et qu'il devait aussi dormir. C'est bien dommage. Une start-up quand même à 40 milliards de valorisation boursière. Voilà. Et sa filiale Uberpop, c'est donc de cela dont on va parler ce soir. Uberpop, pour ceux qui n'auraient pas suivi le film, ce sont donc des particuliers qui ont le droit tout simplement de prendre leur voiture et de devenir chauffeurs de taxi sous la houlette de Uber qui récupère 20% de la course. C'est donc de la concurrence déloyale. C'est ce que disent les chauffeurs de taxi qui ont été reçus ce soir au ministère de l'Intérieur. Vous y étiez d'ailleurs, Alain Griset. Voici le résumé à la sortie. C'était un peu après 21h, résumé par le ministre de l'Intérieur. On l'écoute. Uberpop est un service illégal. Il doit par conséquent être fermé. L'exploitation de conducteurs en situation de précarité par une entreprise valorisée à plus de 40 milliards d'euros en bourse, l'exercice illégal d'une activité qui est en fait une véritable profession, un métier qui nécessite des qualifications, sont autant d'archaïsmes, d'infractions au droit que le gouvernement se refuse à considérer comme des progrès. La modernité, c'est l'innovation, c'est la qualité de service, c'est l'économie de partage. Ce n'est pas le travail dissimulé et le travail clandestin organisé contre toutes les règles de droit par la société Uberpop. Le gouvernement ne sera jamais résolu à la loi de la jungle. La société Uber, comme l'ensemble des entreprises qui font des bénéfices sur le territoire national, doivent respecter le droit, s'acquitter des cotisations sociales et fiscales, respecter rigoureusement le droit du travail. Des dispositions que le ministre a décidées et surtout de leur application. Donc concrètement, là, ça va durer combien de temps, là, ce qui a été décidé? Pour l'instant, c'était indéterminé. Indéterminé. Mais vous nuit, avez une idée demain, quand même, voilà. Je pense que cette nuit, demain, il faut que nos collègues puissent intégrer les décisions et voir surtout les concrétisations de ce qui a été décidé. Le ministre vous a demandé 8 jours. 8 jours pour vous démontrer justement qu'il comptait vraiment agir. En 8 jours, vous attendez quoi concrètement? Écoutez, on est simplement dans une situation, non pas de concurrence, on est dans une situation où on constate qu'un certain nombre de personnes travaillent contrairement à la loi française qui ne concerne pas les taxis, qui concerne le travail dissimulé. Et on y reviendra sur le fond si vous voulez bien, mais juste sur ce que vous attendez aujourd'hui concrètement. Concrètement, on attend que l'application soit supprimée, qu'on ne puisse plus y accéder sur Internet. Naturellement. Et il vous a fait cette promesse? Il a dit que la justice doit passer pour qu'elle soit supprimée, et dès que la justice l'aura décidé, l'application sera supprimée. Alors, je me retourne justement, puisqu'on parle de justice, vers notre avocate, Maître Saman. C'est clairement illégal, a dit le ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre aussi, d'ailleurs, qui est en Colombie ce soir, a dit la même chose. Ce sont des hors-la-loi, ce sont des délinquants, Uber et Uberpop? Ça me semble être un peu des grands mots. Et je voudrais juste repréciser que ce n'est pas au ministre de l'Intérieur, d'ailleurs il l'a dit, quand il fait référence aux procédures judiciaires, de décréter ce qui est légal ou pas, c'est aux tribunaux. Et il y a plusieurs procédures en cours aujourd'hui. Aucune d'entre elles n'a encore pris de décision ferme, parce que le droit est un peu compliqué, non pas dans son élaboration, mais dans son interprétation. Donc on a plusieurs procédures en cours aujourd'hui
différentes... Il y a quand même cet arrêté préfectoral sur Paris qui a été pris aujourd'hui. Est-ce que ça vient, j'allais dire, au-dessus des délais que vous offrent les recours qu'offrent à Uber les recours qu'ils ont intentés? Alors l'arrêté préfectoral, c'est vraiment une autre démarche. C'est que l'exécutif décide à un moment donné qu'il publie un acte de règlement, un acte de loi qui va s'appliquer. L'arrêté préfectoral va, tel qu'on le connaît, puisqu'on ne l'a pas eu entre les mains, l'arrêté, mais du communiqué de presse, autorise les policiers à arrêter les voitures Uber Pop et à leur donner des contraventions. Ça n'est pas une application de la loi, c'est une décision du préfet qu'il peut prendre dans des circonstances précises lorsqu'il y a atteinte à l'ordre public, et donc il prend une décision de ce type. Donc bien sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, donc il est bien dans son rôle là ce soir, quand il dit par exemple il y aura dorénavant des saisies de véhicules à chaque fois qu'il y a un flagrant délit. Alors, ça veut dire que ça va pouvoir s'appliquer sous cet arrêté-là ou il y aura encore des recours de la part d'Uber? Alors d'une part, je n'ai pas vu l'arrêté du ministère de l'Intérieur, mais dans son communiqué, il ne fait pas allusion aux saisies de voitures. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure en direct. Mais voilà. On est quand même dans un état de droit. Donc que le ministère de l'Intérieur dise, ça ne veut pas dire qu'il peut. Donc pour pouvoir, c'est quand même un acte assez attentatoire aux libertés. Il prend une décision, il prend une position. Donc il peut Vous voulez dire que ce qu'il dit est illégal? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit il peut le faire à condition, il peut le faire parce qu'il estime qu'il y a une atteinte à l'ordre public. Et si vous me permettez un commentaire, pour moi l'atteinte à l'ordre public, c'est plutôt les violences qu'on vient de voir, puisque les lois sont en cours depuis un bon moment. Il peut prendre un arrêté. C'est un arrêté qui doit être exceptionnel, qui doit être motivé, qui doit être délimité, qui doit être précisé, puisqu'il prend une décision attentatoire aux libertés, ce qu'il a le droit de faire, mais dans des circonstances qui doivent être validées au regard de leur proportionnalité et de leur nécessité. Donc je n'ai rien vu sur la saisine de voiture. S'il le fait, que c'est quand même un acte fort, on peut aller devant les tribunaux pour contester cette décision. Et dernier point, puisque c'est ce qu'attendent les chauffeurs de taxi, sous les 8 jours, la suppression pure et simple de l'application, ça c'est imaginable? Alors je pense que d'abord, à nouveau, je ne crois pas que le ministre de l'Intérieur puisse le faire. Je pense qu'il a besoin d'aller devant un tribunal qui décidera s'il veut supprimer ou pas une application qui n'est pas qu'une application Uber Pop, par ailleurs, avec les moyens de recours qui sont inhérents à cette procédure. Ils peuvent aller en référé pour le faire. Il y a eu déjà des demandes devant les juges qui sont en cours. Donc je ne vois pas comment dans les 8 jours, il pourrait avoir tous les éléments. On pourrait trouver un instrument qui pourrait faire retirer. Oui, votre sentiment, en tout cas, si vous deviez être l'avocate d'Uber aujourd'hui, c'est de dire, vous inquiétez pas, on continue, quoi, si je comprends bien. Je ne sais pas. Mais je ne crois pas, en tout cas, que je pense qu'ils peuvent arrêter les chauffeurs et leur mettre des contraventions. Je pense que ça, ils peuvent le faire. Ça peut être contesté. Je ne crois pas qu'ils puissent supprimer l'application dans les 8 jours, non. Et heureusement, dans un état de droit. Benjamin Corrière. Écoutez, je ne suis pas juriste, je suis économiste, mais ce que fait Uber Pop, je dis bien Uber Pop, puisque c'est pas Uber, oui. Voilà, c'est une filiale. Voilà. Ce que fait Uber Pop, en économie, c'est très clair. C'est ce qu'on appelle un modèle de prédation. Ça veut dire qu'on a un métier qui est réglementé. Les licences de taxi sont comptées, elles sont très chères, des gens s'endettent. Il y a une série de contraintes qui posent et qui sont autant de garanties de sécurité pour les passagers, etc. On peut discuter ça, le cas échéant, on peut discuter ça. Mais pour le moment, sauf erreur de ma part, la loi, le règlement, c'est ça. Bien. Que fait Uber à travers son application Uber Pop? Il se dispense absolument de toutes ces réglementations à travers une plateforme. Il met en contact des chauffeurs occasionnels dont on ne sait absolument rien. Bien, et des particuliers qui sont à la recherche évidemment de coûts moindres, et ils prélèvent une énorme rente d'ailleurs sur laquelle ils payent extrêmement peu d'impôts, puisque comme vous le savez, ils opèrent depuis la Californie à travers une filiale de droit hollandais qui est elle-même succursale à 100% d'une filiale dans les paradis fiscaux. Alors on veut nous dire que ça c'est la modernité, on veut nous dire que ça c'est l'avenir. Non, 3 fois non. Et j'ai pas besoin d'être juriste pour ça. Après, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a toutes sortes de modèles de l'économie numérique qui sont tout à fait formidables, positifs et tout ça. Mais c'est pas des modèles de prédation. On a pris un petit peu d'avance sur le débat, mais c'est pas grave parce qu'on est aussi au cœur du débat. Mais je voulais d'abord juste par rapport à ce débat juridique, parce que c'est vrai que ça peut paraître complexe, mais
c'est ça le cœur du problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des recours. Vous dites effectivement ça ne respecte pas le droit. Un tribunal le dit, il y a des recours jusqu'au Conseil constitutionnel. Et la ces stratégie recours d'Hubert, c'est de ne pas en tenir compte et de continuer. Pardon, dans un état de droit, quand il y a un appel, il est suspensif de la décision. Et c'est ce sur quoi joue Hubert ce soir. Mais Voilà. attendez, Non, mais depuis d'ailleurs des mois. Ils sont pas Si vous nommés. permettez. Oui. Il y a eu déjà des décisions au mois d'octobre dernier du tribunal de grande instance disant que Hubert Pop était illégal. Il y a eu appel, il y a des QPC, et aujourd'hui... Question prioritaire de constitutionnalité. qui ont été jugées le 22 mai par le Conseil constitutionnel, qui a donc confirmé que la loi était conforme à la Constitution. Aujourd'hui, il suffit que la justice traite l'appel, et ça peut se faire dans un délai très court, et que l'appel confirme la décision, et le gouvernement peut à ce moment-là couper Donc c'est ça que vous avez demandé aujourd'hui au ministre de l'Intérieur, Naturellement, qu'il au parle plus avec vite la garde des Sceaux pour qu'elle engage Au plus vite une possible. accélération du dossier. le plus vite Oui, si possible. je peux me permettre, à nouveau. Deuxième chose, si vous permettez, en ce qui concerne les personnes qui font ces transports, c'est même pas une question de loi t'es venu ou pas, c'est le droit français sur le travail dissimulé. En France, un salarié, un employeur, est obligé de payer des cotisations, des impôts. Et donc aujourd'hui, on a affaire à des gens qui ne payent ni cotisations ni impôts, qui ne sont pas déclarés. Et donc si la modernité... Non, j'ai terminé. Si la modernité... Archaïque, je crois, dans le 19e siècle. Mais très bien, on va le passer de C'est un siècle. problème de société, c'est pas un problème juridique. Je suis d'accord, on va passer de siècle. Si la modernité... S'il vous plaît, ouais. Oui, mais d'accord. Si la modernité consiste à dire que dans l'artisanat, j'ai quelques responsabilités dans l'artisanat, on n'a pas besoin de payer de cotisations sociales, pas d'impôts et pas de charges, eh ben, allons-y. Et on verra le modèle français, pourquoi pas, hein. On peut aller dans cette direction-là, mais pour tout le monde pareil. Je voudrais juste revenir sur le débat juridique, si vous me le permettez. Alors, ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de décider ou d'accélérer la procédure de justice, c'est un des fondamentaux de l'état de droit. Donc aujourd'hui, alors le tribunal peut très bien décider que la décision n'est pas suspensive quand on fait appel. On peut le faire, mais le tribunal a décidé de ne pas le faire. Parce que le sujet est compliqué. À nouveau, le droit, les textes sont là, leur interprétation est sujette est un peu plus compliquée que ça. Et donc, on analyse ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire, notamment au regard d'un encadrement taxi qui est là pour le coup, effectivement, du siècle dernier. Aurélien Véranger, vous donnez la parole. Oui, parce pardon, qu'il n'a pas encore parlé. Mais comme tout le monde a envie vraiment de rentrer dans le cœur du sujet, et je le comprends, et c'est cette question, au fond, modernité ou archaïsme. Écoutez, Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, tout de même, il sait à peu près de quoi il parle. On dit de lui que c'est un des plus modernes du gouvernement. Écoutez son analyse en exclusivité pour Télé. Il est à New York, il a répondu aux questions de Laurent Saïm. On est pour la concurrence saine, on est pour l'innovation. Donc on est pour Uber, les VTC, toutes les formes qui permettent une meilleure offre aux consommateurs. Et il faut bien le dire, les taxis pendant trop longtemps ne se sont pas eux-mêmes réformés. Mais on ne peut pas accepter qu'il y ait une concurrence déloyale. Quand vous prenez Uber Pop, c'est une forme de covoiturage qui se professionnalise sans respecter des règles minimum. Nous avons un cadre pour ce qu'on appelle les VTC, les véhicules avec chauffeur. Uber Pop ne le respecte pas. Alors on parle bien d'Uber Pop là, Aurélien Véron. Vous défendez quand même une modernité chez Uber Pop. La concurrence est toujours bonne pour le consommateur. La concurrence est déloyale pour ceux qui refusent le progrès. Je voudrais revenir sur les propos du ministre de l'Intérieur. Quand j'entends Bernard Cazeneuve tenir des propos aussi durs, c'est à la fois terrible et dramatique. Terrible parce que nous parlons de droit, nous parlons d'état de droit. Or, les victimes de ces violences, ce sont les chauffeurs d'Uber Pop qui sont agressés, matraqués, et le ministre, au lieu de les protéger, en fait des coupables de la République. Ça, c'est pas l'état de droit. Et dramatique parce que c'est exactement le problème du monde de la France. L'État français n'arrive pas à évoluer parce que chaque réforme est bloquée par des archaïsmes, par des corporatismes. Et donc pour moi, ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème de société. Uber Pop, c'est quoi? C'est le low cost du transport individuel. Les besoins de transport sont en train d'exploser. D'abord parce qu'en centre-ville, la voiture est interdite. Ensuite, parce que les besoins financiers des transports en commun, qui sont un monopole public aujourd'hui, et je me bats contre ça, sont insuffisants pour répondre à la demande des Français sur le territoire. Le besoin de transport individuel, il explose. Les taxis sont totalement insuffisants pour y répondre. Les taxis sont un produit plutôt luxueux pour les Français. Uber Pop vient apporter une offre à des Français qui n'avaient pas le moyen de prendre le taxi jusque-là. Je connais des jeunes qui aujourd'hui rentrent le soir
après des soirées, qui arrivent au bureau le jour où le RER est en panne grâce à Uberpop. Sans Uberpop, ils n'iraient pas à leurs examens. Sans Uberpop, ils ne rentreraient pas le soir de leur boîte de nuit de leur soirée. Deux choses. D'abord, Uberpop existe depuis très peu de temps et les jeunes sont toujours allés à leurs examens. Donc il faut arrêter de... Pas l'année dernière, je vous signale. Vous avez vu raconter des choses pareilles. Toute une génération a raté son examen. Essayons d'avoir le débat tranquillement. Soyons factuels. Voilà, soyons factuels. Donc, soyons factuels. Une partie de ce que vous dites est tout à fait exacte. C'est-à-dire qu'il y a un problème sur les modèles de mobilité, sur la demande de mobilité. Donc ça, c'est tout à fait exact. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors la question c'est, est-ce qu'on traite cette question en créant des situations égales pour tous, d'accès à la mobilité, d'accès à l'offre de mobilité, ou bien est-ce que dans une situation dans laquelle le modèle existant qui présente un certain nombre de difficultés se trouve attaqué par des gens qui se déchargent de toute règle, de tout poids, de toute contrainte? Il y a des contraintes. Non, absolument pas. Absolument ils sont entrepreneurs, ils déclarent leurs revenus. Mais ça, c'est important qu'on fasse un point là-dessus. C'est quand même important qu'on fasse un point là-dessus. Qu'on soit sûr, parce qu'on entend tout et rien. Ils payent des charges ou ils payent pas de charges? Allez, Taïma Saman. Non, monsieur. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais je moi, je dis. Ah bah si vous ne savez pas, c'est pas vous qui allez répondre. Alors allez-y. Moi, je sais, je peux vous le dire. Non mais vous le savez, Taïma Saman, vous le savez très bien. Ils payent Alors les allez-y, charges. dites-le nous. Pas du tout. D'abord, je ne peux pas laisser dire que l'archaïsme, pour quelqu'un qui est protégé en tant que salarié, c'est le fait d'avoir une concurrence normale. Moi, la concurrence entre les salariés... Développer. Non, mais d'accord. Pas là. Donc, en ce qui concerne Uberpop, très clairement, ils ne sont pas déclarés et donc ils ne payent pas de cotisations et d'impôts. Voilà. Ils payent des cotisations, Non, ils payent monsieur. des impôts, ils sont Non, entrepreneurs. Non, monsieur. Au-dessus de 600 euros, il y a un plafond de 600 euros par C'est pas mois. vrai. C'est écrit Ils sur sont le pas- site. mais non, C'est constaté, c'est Ils constaté sont par pas des déclarés. journalistes. Au-dessus de 600 euros, ils ont l'obligation C'est d'être faux. auto-entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils payent une flat tax sur le Au-dessus de revenu. 7500 euros. C'est faux. 600 euros par mois, Par an. 7500 euros par an. Ouais. Ils ont une formation obligatoire avec 90 questions, ils ont un test de santé. Donc, il y a des règles, il y a un cadre, et Uberpop est strict là-dessus. Moi, je ne suis pas là pour défendre Uberpop, je suis là pour défendre une évolution de société. Mais en dessous de, Cette évolution, elle est saine pour la en société dessous de française. 7500 euros par an, donc effectivement ils ne sont pas obligés d'être en statut d'auto-entrepreneur où les charges sont forfaitaires, etc. C'est un statut qui existe et si on n'est pas content avec ce statut, effectivement c'est le statut qu'il faut remettre en question, mais pas la personne qui l'utilise, on est d'accord là-dessus. Le fisc a tout. Sauf que là ce qu'on peut imaginer quand même, c'est que ce sont des personnes qui font ça un peu le samedi, le dimanche quand ils ont le temps et que fondamentalement ils n'arrivent pas à 600 euros et c'est bien là le cœur du problème. Et quand on est en dessous, alors concrètement on devient chauffeur de taxi sans payer aucun impôt et aucune charge et ça c'est la réalité qui est dénoncée. Alors, Je signale, je ne suis pas juriste, mais quand même, comme je suis le dossier, je signale qu'il y a un arrêt d'une cour californienne. Voilà, ça c'est important. Voilà, extrêmement récent. Qui a requalifié les chauffeurs en salariés. Voilà, qui a requalifié les chauffeurs en salariés, puisque Uberpop Uber en l'occurrence, prétendait qu'il s'agissait d'auto-entrepreneurs et que donc, voilà, ils étaient assujettis à ce régime-là. La Cour a simplement fait observer qu'à partir du moment où Uber faisait peser sur eux la contrainte qu'ils devaient être présents un certain nombre de jours dans l'année, exercer une relation d'autorité asymétrique, typique du contrat de travail, et que donc ils ne pouvaient pas continuer à les considérer comme des entrepreneurs, ils devaient les salarier. C'est ça la modernité, vous voyez, c'est empêcher que se développent des statuts totalement inventés, hybrides, fabriqués de toutes pièces, pour permettre à une start-up de se valoriser à 40 Aurélien Véron, on ne euros. peut pas dire que les États-Unis soient un modèle de crypto-communisme Non, mais quand alors, même, c'est la vous le juriste- libéral que vous Je crois êtes. que la Californie, c'est un cas même particulier, mais si ma voisine avocate veut répondre... Oui, c'est ça, c'est la juriste que je suis. Elle aura va vous les éléments dire, précis. Ne faites pas une généralité sur un cas d'espèce. C'est pas une généralité. Non, mais laissez-moi Il terminer. n'y a que des cas d'espèce jusqu'à Ne présent, de faites toute pas une façon. généralité sur un cas d'espèce. La manière, on ne sait pas sur quel fondement la justice californienne a pris sa position. En matière de statut hybride, enfin, là, honnêtement, il faut être un peu sérieux. Le statut des chauffeurs de taxi, quand ils sont pas artisans chauffeurs, pour la plupart d'entre eux sont locataires et non pas salariés. Ça n'est pas un statut moins précaire, moins organisé. Il y a une réglementation qui est respectée. Elle n'est pas inventée par Excusez-moi. Uber. Et alors, il y a une réglementation sur laquelle ils jouent aujourd'hui, sur Uberpop. Sur les VTC, c'est autre chose, ça a été parfaitement légalisé et c'est arrivé discussion. progressivement. Sur la question de Uberpop ou des sociétés qui sont, Oui, parce qu'il n'y a pas qu'Uberpop. qui sont similaires. oui, bien sûr. Le droit français autorise, c'est ce que vous essayez de dire, le droit français autorise
autorise jusqu'à un certain montant à avoir une activité accessoire qui ne soit pas déclarée. Et là, je voudrais revenir 5 minutes sur le débat de ce soir sur le numérique. Donc, c'était une tolérance pour permettre une activité qui est en dessous de celle d'auto-entrepreneur et qui permette aux gens d'avoir un certain nombre d'activités. Vous êtes babysitter, prof de maths, je ne sais pas quoi. Et ça permettait de lancer un peu de dynamique. La problématique qui est posée par le numérique, et aujourd'hui, et ce n'est pas le seul secteur dans lequel c'est le cas, c'est que ces 600 € par mois, ces 700 € par an qui étaient tolérés étaient des exceptions. Le numérique permet d'en faire des modèles économiques en tant que tels. Donc c'est bien ça le sujet. C'est que ce qui était parfaitement toléré parce que ça permettait de l'activité humaine devient un problème de déstabilisation d'un modèle économique et social. Je travaille, je crée de la valeur, je paie des impôts et en retour, j'en ai un certain nombre de choses qui va venir mordre sur des secteurs traditionnels. Alors si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est très intéressant, on est effectivement au cœur du sujet, ça veut dire que la meilleure réponse législative à Uberpop serait d'arrêter cette tolérance des 600 € pour tout le monde. Alors, ça poserait d'autres problèmes. Alors, c'est pas à moi de décider ça, mais je veux dire en tout cas, ça serait le modèle global qui est interdit. Non, mais effectivement, pour le coup, ça réglerait le problème. Déjà dans le numérique. Pour moi, la problématique posée par le numérique, elle est dans le numérique. Parce que qu'est-ce qui est apporté par le numérique? Ce sont les plateformes. C'est-à-dire que là où vous ne savez pas qui va donner le cours de maths, qui va faire le machin, qui va le bidule, la multiplication, l'amplification, le modèle industriel de ces petites activités, elle se retrouve sur une plateforme. Et donc, vous pouvez tracer l'ensemble de ces activités. Donc, plutôt que de les affronter, si on passait un accord avec eux pour qu'on ait les traces de ces activités et qu'on décide d'un système social et fiscal qui leur permette de contribuer, on serait dans une solution où, pour reprendre, je ne sais plus qui le disait, une problématique de carence du transport léger à la personne qu'on a aujourd'hui, on pourrait le démultiplier sur différentes formes en créant un modèle social et fiscal qui soit parfaitement... Alain Griset, pardon. Pas la tolérance. Alain Griset, qu'on n'a pas beaucoup entendu, si on sort, quand même au cœur de ce débat. Si on sort du sujet taxi, concurrence, là, en réalité, on est devant un vrai sujet de modèle social et économique français. Notre modèle économique et social repose depuis l'après-la-guerre sur le fait que l'hôpital, la retraite est basé sur le coût du travail. C'est-à-dire que ce sont les charges du travail qui permettent de payer le bien public. Ce que vous appelez les communs d'ailleurs dans votre livre. Si l'État considère que ce modèle, parce qu'il y a les nouveautés numériques, n'est plus le bon modèle, mais les artisans, entre autres, sont prêts à le faire. Mais à ce moment-là, il faudra dire aux Français qui nous écoutent que demain matin, lorsqu'ils devront aller à l'hôpital, il faudra qu'ils payent ou il faudra trouver un autre modèle. Mais la Sécu n'existe plus s'il n'y a plus de cotisation. Quand je vous dis que dans votre modèle à vous, les chauffeurs d'Uberpop qui gagnent plus de 600 € sont auto-entrepreneurs, ils cotisent, mais pas du ils tout. payent des impôts. Non, pas du tout. On a bien compris qu'on jouait là sur un... Ce que vous dites est faux. Comme c'est interdit, on n'est pas en train de parler de tolérance juridique ou pas, on est en train de parler d'interdiction. C'est-à-dire qu'il y a un ministre de l'Intérieur et aussi bien les Républicains que le Parti socialiste refusent cette évolution. Les jeunes générations vivent dans cette économie-là. Cette économie, c'est l'avenir de l'économie mondiale et notamment française. Plutôt que vous arc-boutez contre cette évolution, qui est une évolution dans notre sens, dans le sens du consommateur, dans le sens des Français, vous devriez réfléchir à l'adaptation. Attendez, moi je ne marque le charge. Attendez une seconde. Sur cette flexibilité. Attendez une seconde. Moi je suis l'auteur d'un ouvrage qui fait l'apologie des communs et d'un certain type d'usage des plateformes. Partagé. Bien. L'économie du partage. L'économie du partage. C'est la ligne Rifkin. Mais, comment dire, là, je ne peux que aller dans le sens de ce que vous disiez vous-même, à savoir, il y a des nouveaux objets qui apparaissent, c'est-à-dire des services offerts à travers des plateformes partagées. Ça concerne la musique, la culture, le théâtre, l'achat de produits divers. Mais vous parlez d'un vrai partage. Vous ne parlez pas nécessairement d'un modèle économique qui viendrait utiliser pas du tout. Par défiscalisation. Il peut y avoir des modèles économiques. Il peut y avoir des modèles économiques. Regardez par exemple Deezer en musique. Bien, c'est un modèle économique parfaitement légal. Ça veut dire qu'il passe des accords avec des maisons de disques. Il reverse une partie de royalty à ces maisons de disques, moyennant quoi les usagers payent ce qu'on appelait autrefois, et ce qu'on va réappeler bientôt, la licence globale, c'est-à-dire un droit d'accès à un ensemble de musique. C'est un modèle économique. Bien. Donc là, je vous suis. Si vous dites il ne faut surtout pas tourner le dos à cette économie numérique et organiser ces plateformes, organiser les modèles, trouver le moyen de les fiscaliser tout en leur permettant d'exister.
à ce moment-là, on est tout à fait partant. Mais je veux pas faire reculer le débat. C'est pas du tout le cas d'Uberpop. Donc, on laisse tomber. Mais si on rentre dans le positif, alors il n'est pas du tout question de s'opposer à ça, mais de l'organiser et de ne pas l'utiliser comme outil de prédation pour détruire les professions qui existent. La concurrence est toujours appelée la prédation par ceux qui la subissent. Non, pas du tout, pas du tout. La concurrence, c'est un moteur de remise en question. Quand je vois les taxis monter en gamme, améliorer leur service, la qualité de service, ça sert à ça la concurrence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir un taxi unique, tarif unique, service unique, on a du low cost, on a des limousines de luxe, on a toute une gamme d'offres qui est en train de répondre à des besoins. Les Français, ils ont besoin de pouvoir se déplacer pour pas cher, ils ont besoin de prendre des limousines plus chères. Toute cette gamme, elle est en train de se mettre en place. Et ce gouvernement de gauche et la droite réagit de la même manière, sont totalement arc-boutés contre cette évolution. Naïma Saman, est-ce qu'on peut comprendre de ce qui vient d'être dit qu'au fond, le problème fondamental d'Uberpop, c'est qu'ils sont arrivés pour peut-être tout bousculer, c'est ce qu'ils disent, mais en tout cas surtout pour prendre la place, sans passer d'accord à un moment donné avec ce qui existe, et qu'effectivement, à un moment donné, il faut pouvoir passer des accords pour que les systèmes puissent coexister et devenir effectivement à la fois un modèle économique pour eux, mais aussi un modèle économique pour un État qui a besoin d'hôpitaux, qui a besoin d'écoles, qui a besoin de routes, qui a besoin qu'on lui paye des charges tout simplement. Ah non, mais de toute façon, à partir du moment où on change de modèle et qu'on est dans un modèle plus partagé, où chacun devient, où on est à la fois dans la grande industrie et où chacun devient un petit producteur, il faut forcément réorganiser le système pour que la valeur. Mais vous êtes d'accord pour dire que ce n'est pas ce que fait Uberpop? Moi, je les ai entendus dire. Avec le montage, effectivement, de sortie des capitaux, c'est pas ce qu'ils font. Alors, je veux pas je ne connais pas leur dossier fiscal, mais... Non, c'est le même. Ça va ensemble. C'est de la prédation, y compris. C'est de la prédation, y compris sur leur dette fiscale. Vous les avez entendus dire, c'est intéressant. Moi, je les ai entendus dire qu'à un moment donné, leur chauffeur Uberpop pourrait devenir... Des salariés ? Non, pas des salariés. Je ne sais pas pourquoi vous voulez demander aux chauffeurs de voiture de devenir des salariés alors qu'ils ne le sont pas dans les taxis. Ah pardon, je vous ai coupé alors. Allez-y. Je voudrais quand même rappeler pourrait devenir des franchisés, la problématique et le succès de Uber et des autres, des chauffeurs privés et des autres, il est lié à la carence, au manque qu'on avait sur le territoire. Non mais il y avait un vrai problème et personne ne le nie. Personne ne le nie. Et je voudrais quand même rappeler que le vrai problème aujourd'hui, c'est quand même les violences et un ministre de l'Intérieur qui cède à des violences pour faire des propositions. Les violences, totales. Il y a deux problèmes, je crois que tout le monde les condamne. Largement anticipé par des chauffeurs Uber qui ont attaqué les taxis depuis plusieurs semaines. Écoutez, moi c'est pas ce que j'ai vu, mais peu importe. Je crois que dans la violence, de toute façon, personne n'a jamais raison. À mon avis, on va sortir. De toute façon, elle est condamnable. Voilà, on va sortir la violence des débats parce qu'elle est condamnée par tout le monde. On est d'accord. Voilà. Moi, j'ai participé à différents groupes de travail et différentes études sur la problématique de la transformation numérique et de ses conséquences. Il est bien évident qu'on ne va pas rester à droit constant et à système constant. Et donc, il va falloir réorganiser parce qu'on vit en collectivité. Oui. Donc oui, à un moment donné, il faut passer des accords pour qu'un nouveau modèle trouve sa place dans le modèle général et que chacun s'y retrouve en fonction des choix politiques de chacun. Le choix de la France n'est probablement pas le choix des États-Unis. Mais il n'empêche, on a un équilibre à trouver. Monsieur Griset, dernière question, parce que malheureusement le temps approche de la fin de ce débat. Vous parliez de cas particuliers tout à l'heure en Colombie. Comme vous le disiez, il n'y a que des cas particuliers. En Californie, il n'y a que des cas particuliers. Et notamment en Colombie, c'est assez intéressant. Là-bas aussi, ça a coincé un petit peu. Il y a eu des manifestations, ça a été assez violent. Qu'a fait le gouvernement? Apparemment, ça a été efficace, ça n'a pas traîné. Il a dit, écoutez, ils vont payer la licence comme tous les autres chauffeurs de taxi. Alors, il faut dire que ici, elle vaut 300 000, là-bas, elle vaut 3 000 $. Ici, elle vaut zéro. En France, la licence vaut zéro. Oui, mais elle est revendue ensuite. Ah oui, voilà. Eh oui, non, mais on ne va pas jouer sur les mots. Elle est gratuitement, il faut qu'il la revende. Elle est revendue sans impôt sur le bénéfice. Non, mais il faut parler des choses qui existent. Aujourd'hui, les chauffeurs de taxi, aujourd'hui, les chauffeurs de taxi vous disent qu'ils l'ont payé cher à des retraités et qu'ils espèrent bien la revendre le même prix. Bon, là-bas, ça coûte 3 000 $. Eh bien, qu'a fait Uber? Uber a dit, OK, pas de problème, de toute façon, c'était la loi, donc ils ont suivi. Le service est limité, ils n'ont pas le droit d'aller vers les grands hôtels, ils n'ont pas le droit d'aller aux aéroports. Il faut en plus qu'ils payent la licence de taxi comme tous les autres. Et malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Rizet, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'aperçoit qu'Uber continue à croître plus vite que les chauffeurs de taxi. Est-ce que ça ne veut pas dire quand même, quelque part, qu'il y a un problème fondamental d'une corporation peut-être ou d'un secteur qui n'a pas totalement réussi à essayer de répondre aux attentes des consommateurs, puisque là, apparemment, en Colombie, à armes égales, on leur a donné raison aux chauffeurs de taxi traditionnels, et malgré tout, ils sont en train tous de passer chez Uber parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a plus de clients. Très bien, mais on va prouver en France que les taxis savent répondre aux besoins des consommateurs. Ils l'ont déjà fait. La modernité existe aussi, les applications existent dans les taxis. Et si Uber est dans la légalité, demain, en dehors d'Uberpop,
vous aurez la preuve que les taxis pourront répondre aux besoins des consommateurs et se battront à armes égales avec Uber s'il est légalisé. Merci en tout cas à vous d'être venu participer à ce débat ce soir qui n'est pas terminé, vous l'avez compris. Je vous rappelle l'information principale de la soirée, donc les chauffeurs de taxi que vous représentez ce soir sur ce plateau et qui ont décidé de poursuivre le mouvement au moins jusqu'à demain, le temps de prendre en compte et de peser les propositions qui vous ont été faites ce soir par le ministre de l'Intérieur. L'une d'entre elles, je vous le rappelle, la saisie immédiate des véhicules des chauffeurs Uber Pop en cas de flagrant délit. On en reparlera. Merci à vous. Juste après la pause de sport.